Merci François, merci. Les instants capacité, aujourd'hui, deuxième édition. 74 inscrits là en ce moment, formidable. Donc une belle brochette d'inscrits, mais une belle brochette aussi d'invités pour parler vaccination aujourd'hui. Alors on va bien entendu parler du Covid avec ce nouveau. Alors, vous savez qu'on a passé la crise Covid, que le conseil scientifique est devenu COVARS avec une touche de One Health. Oh là là, je parle déjà chinois. Mais heureusement, Patrick Géroudou, professeur d'écologie et membre du COVARS, va tout nous dire et va nous éclairer sur ces notions. Et puis après, nous passerons aux actualités vaccinales 2023 avec un duo de choc avec Joël Leroy, qui est infectiologue, et le professeur Dominique Vuitton, professeur émérite d'immunologie, membre de l'Académie de médecine. Ces deux personnages, nous les connaissons pour ceux qui étaient et qui sont étudiants à Besançon, pour leur savoir de transmission c'est formidable, de bons souvenirs en tout cas. Donc nous allons remettre le couvert avec eux autour de ces actualités vaccinales. Alors le calendrier, mais aussi le point sur la vaccination Covid. Et puis nous aurons également un point sur la vaccination anti-HPV par le professeur Christian Mougin, professeur émérite en biologie de l'Université de Franche-Comté, Centre national de référence HPV. Donc tout un programme. Et puis enfin, Sabrina Larère, notre directrice de l'équipe de coordination capacité byzantine, sera là pour nous rappeler qui fait quoi, un peu les règles du jeu en matière de vaccination. Sans attendre, parce que le chrono tourne et nous avons 1 heure, pas plus, ensemble, je laisse la parole à Patrick Géroudou pour nous parler un petit peu COVARS. Mais qu'est-ce donc le COVARS? Bonjour à tous. Donc, merci d'être là et d'être patient à écouter cette présentation. Je vais être assez rapide, hein. J'ai le droit à 10 minutes, je crois. Si on veut laisser un peu de temps aux questions, il faut que je fasse à moins, hein. Donc, on ne va pas entrer dans les détails du COVARS. J'aurais beaucoup aimé vous parler du détail de son fonctionnement, mais je vais surtout vous montrer pourquoi il y a eu COVARS, hein. En fait, c'est un pur produit de la crise Covid-19, hein, derrière laquelle, à l'occasion de laquelle on a créé un conseil qu'on appelait le Conseil scientifique Covid-19 et qui a fait ce qu'il pouvait pendant cette période-là. Il était présidé par le professeur Delfrécy. Et un des bilans de cette crise, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont manqué euh, pour bien la gérer, en tout cas. On a manqué de surveillance de la circulation chez l'animal sauvage et domestique, donc ça, c'est le problème de l'émergence. On a vu qu'on ne pouvait pas mobiliser les acteurs de santé animale et d'environnement aussi facilement que ça sur un problème de santé publique, alors que ça aurait beaucoup facilité les choses. On a vu aussi que quand il s'agissait d'implémenter sur le terrain, on avait des problèmes de connaissances socio-anthropologiques fines du terrain, c'est-à-dire que des injonctions top-down ne marchent pas toujours, on va dire ça comme ça. Que la détection précoce chez l'animal et l'analyse des expositions et des risques de transmission étaient à faire et on n'a pas su la faire, ça s'est construit en 2 ans, hein. Et donc que du coup, on loupait la prévention de l'émergence. On avait uniquement comment dire, des positions de réponse, mais pas réellement des positions de prévention. Et donc que le système de santé n'était pas organisé pour ce qu'on appelle le One Health, qui est le mot à la mode. Alors je vais revenir sur ce mot-là après, hein. Diapo suivante. Donc, le conseil scientifique, je passe rapidement, hein, il était assez monodisciplinaire, essentiellement médical, avec quelques recrutements en cours de route, dont un vétérinaire, Thierry Lefrançois, ce qui fait que même si quelque part on avait un certain degré de pluridisciplinarité, on n'a pas réussi à aller au-delà de ce qu'il faudrait pour pouvoir être tout à fait efficace sur toutes comment dire, les dimensions du problème. Suivante. Alors, un des vœux justement de ce conseil scientifique, au bilan, fort de ce constat, était de dire, voilà, il faut qu'on fonctionne autrement, il faut qu'on fonctionne dans le concept de One Health, dans le cadre conceptuel de One Health, dit une seule santé, je vous expliquerai ce que c'est après, hein. Et il a produit un papier qui a en quelque sorte conduit le gouvernement à choisir de reconduire le conseil scientifique sous une autre forme. Diapo suivante. Alors, cette autre forme, oui, on va faire un arrêt sur le One Health. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de One Health? On ne va pas regarder toute cette diapo parce qu'elle serait un peu compliquée. On va regarder simplement le centre du cercle. C'est l'idée que la santé des écosystèmes, la santé humaine et la santé animale sont hautement intriquées. Alors, c'est vrai, c'est évident pour les zoonoses, hein, à peu près 70% des zoonoses sont d'origine animale et ne circulent pas uniquement chez l'homme. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe et surtout si on veut comprendre les émergences, il faut qu'on comprenne
ce qui se passe dans les écosystèmes, du côté de l'animal qui peut transmettre à l'homme et comment tout ça fonctionne et ses interdépendances, ce qui pose tout un tas de questions, notamment de définition. La santé humaine, c'est pas si facile que ça à définir, hein. Avec la définition MS, c'est du bien-être, oui, d'accord, mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait? La santé animale, elle est bien aussi compliquée, puis la santé des écosystèmes aussi. Et donc, cette idée que quelque part, il faille que les gens de disciplines différentes travaillent ensemble pour parler des santé et équilibrer entre elles, ben, c'est ce que recouvre l'idée de One Health, qui a été reconnu et sanctifié, on va dire, par les quatre organisations que vous voyez aussi en haut de la diapo, c'est-à-dire l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'ex-OIE, l'AFAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui n'est pas rien et ce qui fait une injonction au gouvernement, quand même, quelque part, de travailler dans ce contexte-là. Diapo suivante. Donc, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, donc en gros le successeur du Conseil scientifique Covid-19, ça a été une demande de deux ministères, ministère de la Santé et du ministère de la Recherche, qui a enjoint en quelque sorte Brigitte Autran, qui a été nommée présidente de ce conseil, de résolument inscrire son travail dans le contexte Une seule santé. Alors, pourquoi? Ben, l'idée, c'est d'anticiper les crises sanitaires, si possible, d'être vraiment dans la prévention autant que possible et d'avoir un conseil direct au gouvernement resserré, donc consultatif, indépendant, transparent, c'est-à-dire que tous les avis sont publics, agiles, c'est-à-dire qu'ils puissent réagir à chaud très rapidement si quelque chose se passe, mais en même temps puissent se saisir de choses qui peuvent venir dans les années futures, mais que le gouvernement n'aurait pas anticipées. Alors, tous les avis, non, diapo d'avant, les avis sont basés sur des preuves scientifiques, il ne s'agit pas d'opinion, hein. Normalement, c'est essentiellement nourri de la bibliographie scientifique, c'est un conseil scientifique, mais le périmètre, vous le verrez, est élargi aux risques liés à l'environnement et au changement climatique pour avoir une approche plus intégrée de la santé. Et voilà, diapo suivante. Alors, dans la diapo, vous voyez sa composition. Vous avez bien sûr beaucoup de gens qui sont des professionnels de santé, santé humaine, santé animale. Vous avez des gens qui sont connus dans ces professionnels-là pour être des gens qui ont pratiqué le concept de One Health dans leur propre pratique. C'est souvent des tropicalistes d'ailleurs, parce que c'est là que souvent on peut assez facilement être confronté au fait d'avoir à travailler avec la santé des écosystèmes, santé animale et santé humaine. Et puis vous avez même un écologue dont je fais, et c'est moi dans ce cas-là qui suis censé apporter ben, une expertise dans le domaine de l'écologie. Diapo suivante. Alors, la méthode de travail, elle est très simple. On ne se substitue pas aux agences qui existent déjà, où il y a un personnel tout à fait qualifié dans chacun des domaines, hein, SPF, ANSES, où il y avait aussi les hauts conseils type HAS, les hauts conseils aussi pour la santé publique. Donc, tout cela existe, fonctionne normalement et selon leurs modalités habituelles. La charge du COVARS est surtout de réunir une information transversale, ce qui est parfois difficile quand on a des gros organismes, de réagir rapidement et surtout de s'entourer d'auditions de ces organismes-là, mais aussi de spécialistes qui sont reconnus parce on est dans des réseaux scientifiques, hein. Et vous avez par exemple, pour ce qui est de l'avis qui a été rendu sur la dengue, la liste des personnes qui ont été consultées avant cet avis, dont on a réuni toute l'information possible et imaginable pour apporter une information la plus éclairée possible sur ce qui risque de se passer et sur les mesures à prendre pour éviter une catastrophe. Diapo suivante. Alors, le COVARS, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? On ne va pas entrer dans le détail, mais vous avez la liste d'une bonne dizaine d'avis ou de notes d'actualité qui ont été données. Souvent, les saisines qui nous viennent du gouvernement sont euh, alors, pas formulées de telle manière qu'elles puissent être saisies, on va dire ça comme ça, hein. On a une saisie qui est d'ordre politique, mais parfois la formulation ne permet pas d'en avoir une saisine scientifique. Donc, on est obligé de faire des reformulations, hein. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le cadrage MTV. MTV, c'est pour maladie à transmission vectorielle. On avait une demande qui était extrêmement vague, extrêmement floue. On a dit, attention, là, on ne peut pas aller par là. Il faut qu'on y aille étape par étape avec des objectifs précis, ce qui fait que depuis ce cadrage, eh ben, on a sorti d'autres avis, mais plus focaux, ceux-là, par exemple sur la dengue, par exemple sur grippe aviaire, etc., qui sont, eux, beaucoup plus scientifiquement fondés. Donc, vous avez la liste, hein. Bien sûr, de façon récurrente, on a interrogé Covid. Dominique vous parlera de la vaccination Covid, donc vous parlera non seulement peut-être des avis du COVARS, mais aussi de ceux qui sont émis par Santé publique France. Et puis pour le moment, on est en train de travailler sur West Nile et Ouzout, puisqu'on a une croissance du nombre de cas
qui est assez, pour le moment, pas importante, ça se compte par quelques dizaines de cas, mais qui est à considérer dans le cadre du réchauffement climatique et de l'expansion d'un certain nombre d'espèces de moustiques qui vont probablement être plus nombreux à l'avenir. Et puis, il y a un avis qui va arriver bientôt, l'avis Covid long, qui lui est plus spécifique, qui est plus clinique, mais qui est attendu par pas mal de gens. Voilà. Alors, j'en ai terminé pour la présentation, donc pour laisser de l'espace à quelques questions, si vous le souhaitez. François, oui, merci Patrick. Merci, François, est-ce que tu Patrick. as recueilli quelques questions? Sinon, moi, j'en ai une, mais vas-y, Alors, je te laisse la parole. je vais simplement envoyer à tout le monde le lien alors, pour avoir accès aux recommandations de ce comité. Voilà. Donc, Le QR code le donnait, hein. Le QR code qui était sur la diapo. Mais bon, comme la diapo n'est plus là, j'imagine qu'on est coincé. voilà, donc je viens de l'envoyer. Sinon, ben, il y avait une question, Patrick, de savoir s'il y avait des paramédicaux dans le COVARS. Si Ah, oui, bonne question. et Alors, sinon, pourquoi? non, non, alors, bon, je sais pas ce que tu mets dans paramédicaux, mais en fait, il n'y a pas que des scientifiques. On a, euh, alors si, on n'a pas que des C'est gens de les santé, c'est infirmières, ça. oui, les infirmières, Alors, sages-femmes. on a des associations de patients, on a des associations citoyennes, on a donc deux associations citoyennes, une association de patients, j'en oublie, et aussi des gens des sciences sociales. D'accord. Alors, effectivement, il n'y a pas de paramédicaux au sens infirmière, hein, au sens strict. Et tu sais pourquoi? Non, bah, la composition a été. Parce qu'en fait, l'injonction était aussi d'être en nombre limité, donc de ne pas dépasser les 19 dans lequel on est. On a pu recruter en plus comment dire, une personne en sciences sociales. Non, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Bon, très clairement aussi, on est plutôt sur l'anticipation que sur la gestion de crise. C'est évident que si on avait une crise sérieuse à gérer, il faudrait intégrer des paramédicaux. Mhm. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Donc, Patrick, si tu... Ouais, il y en avait une avant que Patrick nous quitte. Est-ce que les recommandations du COVARS sont suivies par les dirigeants? Est-ce que la plupart, ou est-ce qu'on sait, je vais dire, une écoute polie de ce qui se dit? Comment ça se passe Alors, concrètement? bon, plutôt suivi. Pour le moment, on est en train de mettre en place un dispositif pour savoir si c'est une réalité ou pas. Le ressenti que j'en ai, c'est que oui, il y a des lignes qui bougent. Par exemple, quand on a été saisi de ce qui se passait en Chine, quand il y a eu l'explosion de cas de Covid suite à l'arrêt du confinement, on a été saisi le mercredi pour une réponse le jeudi. Donc là, c'était chaud. On a répondu le jeudi et le samedi, François Braun était à l'aéroport de Roissy pour exprimer exactement ce qu'on avait dit. Donc là, il y Ok. avait une prise en compte qui était Mhm. évidente. Dans les maladies à transmission vectorielle, on travaille beaucoup là-dessus pour le moment, où on déplore une sorte de... Enfin, on déplore, on fait comprendre qu'on pourrait améliorer les choses avec plus de décloisonnement entre ARS et collectivités territoriales. Ça suit son chemin pour le moment. Ouais. Ok. Alors, Alors j'avais une question un peu plus perso, c'est la dernière. Euh, Tu vois, au sein des CPTS, on essaye de de tisser des collaborations, des liens entre des gens, des personnes, ou des personnes physiques ou morales, l'hôpital, la ville, les usagers, le social, etc. Et on a des langages qui sont de temps en temps et souvent différents, et on a besoin de décodeurs. Et là, je regardais la composition du COVARS, et il y a des gens qui viennent d'horizons très différents. Euh, Comment ça se passe entre vous? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de décodeurs ou au contraire, dans le cas du One Health, tout le monde s'entend merveilleusement bien et c'est super? tu vas pas me croire, mais c'est la deuxième option. Ah! C'est-à-dire que j'ai été, enfin, on s'est tout de suite sentis tous de plein pied. C'est-à-dire qu'il y a pas de véritable hiérarchie, chacun est écouté. Et moi, en tant qu'écolo, donc non personnel de santé, je m'attendais quand même à être un peu sur un strapontin, c'est pas du tout le cas. Et pareil pour les sciences humaines et sociales. Mais bon, je pense aussi qu'autour de la table, je m'exclus du panel, il y a des gens de haute qualité, hein. C'est-à-dire qu'il y a une véritable écoute et Brigitte Autran est remarquable dans la manière dont elle conduit son affaire. Donc effectivement, moi, je m'attendais à avoir beaucoup d'incompréhension et beaucoup de temps avant qu'on puisse travailler collectivement. En fait, ça s'est fait naturellement tout de suite et on a l'impression que ça fait des années qu'on travaille ensemble pour le moment.
Ok. Et, et- Merci et- et pour. les, et Ouais, les avis, de façon surprenante aussi, ont toujours été produits avec consensus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un ouais, ouais, dissensus fort dans la conclusion. ouais, Mais il y a ouais. beaucoup d'écoute, hein, et d'audition. Hmm. Alors, je te remercie de nous donner ces repères parce que ça va nous servir pour faire vivre notre CPTS. Je te remercie, Patrick. Je te mets pas dehors, loin de là, mais on va, pour des raisons de timing, être obligé de basculer sur les actualités vaccinales Oui. 2023 avec Joël et Dominique qui vont prendre le manche et qui vont Euh, nous donner Patrick, des notions flash. je Ouais, voudrais m'excuser auprès de l'audience, je serais volontiers resté parce que je sais que ça va ouais, être passionnant, mais je suis ouais, coincé ouais. par un autre atelier à la Maison des sciences de l'homme, ce qui fait que je ne peux pas rester. OK? Donc, Ok. excusez-moi. Mais Au t'es revoir. pardonné parce que et on te remercie d'avoir participé. C'est toujours un bonheur, bien entendu. À bientôt, Merci. j'espère. À Ouais, bientôt. ouais. Salut. Joël et Dominique, vous êtes prêts? Oui, oui, pas de souci. Allez, à vous. C'est Voilà, Joël donc, qui commence. oui, merci Allez, on est Dominique. bon. Et bonjour à tous. C'est vrai que la vaccination et le calendrier vaccinal, c'est pas toujours très simple. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner en quelques diapositives un petit peu les actualités de 2023. Donc, on va commencer par l'enfant. C'est vrai que concernant la grippe saisonnière, eh bien, les enfants de 2 à 17 ans sans comorbidité, eh bien, il est proposé de les vacciner et idéalement avec un vaccin malheureusement qui n'est pas encore disponible, qui est un vaccin nasal, qui est un vaccin vivant atténué. Donc, automatiquement, comme c'est un vaccin vivant atténué, ce sera une contre-indication en cas d'immunodépression ou de l'entourage qui est immunodéprimé. Malheureusement, et c'est un peu dommage parce qu'il me semble qu'on n'aura pas la disponibilité pour la campagne et la saison grippale 2023-2024 qui va arriver. Et c'est un peu dommage parce que c'est sûr que les enfants préfèrent nettement plus un petit speech dans le nez que d'avoir une piqûre. Pourquoi on ne l'a pas? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Donc, en attendant, eh bien, ce sera donc les vaccins classés. Concernant le rotavirus, je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai appelé le retour parce qu'effectivement, euh, pour rappel, eh bien, il était recommandé en 2013 et malheureusement très vite retiré en 2015 suite à 2 décès qui au fait étaient des retards de prise en charge. Donc, comme vous le savez, c'est dès l'âge de 6 semaines et surtout avant 6 à 8 mois. C'est 6 pour le Rotarix et pour le Rotatex, c'est 8 mois. Là aussi, donc, c'est un vaccin buvable, hein, vivant atténué, donc même chose, parce qu'on peut sécréter du rotavirus lorsqu'on était vacciné au niveau des selles. Attention en cas d'immunodépression. L'élément important, c'est de bien expliquer aux parents le risque d'invagination intestinale aiguë dans la première semaine, surtout après la première dose. Alors, si on regarde au bruit de fond, eh bien, effectivement, il y a une augmentation de 2 à 6 cas pour 100 000. Donc, c'est d'informer les parents. Alors, vous savez, on nous a tous appris un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc, c'est des accès de pleurs inattendus, un refus de boire, de s'alimenter, des vomissements, surtout un accès de pâleur, éventuellement du sang dans les selles. Diapositive suivante. Alors, c'est important aussi, je pense, de rappeler le problème du méningocoque, surtout qu'on va rentrer en saison hivernale et on sait qu'il y a une association entre notamment euh, la grippe et l'infection méningocoque, puisque vous savez qu'on est porteur au niveau du rhinopharynx. Bon, il y a un nouveau vaccin, donc AC YW135, qui s'appelle Menquafi. C'est un vaccin tétravalent conjugué à l'anoxine tétanique et qu'on peut le donner à partir de 12 mois. Donc, vous savez que il est dans le calendrier vaccinal, ils sont proposés pour les patients à risque d'infection invasive à méningocoque. Mais je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a une recrudescence actuellement des souches W135 et Y. Et c'est vrai que selon Infovac, donc, qui regroupe des experts de vaccination en France, il paraît bien de faire un rappel d'un vaccin dont ACYW135 chez les adolescents et éventuellement chez les enfants non vaccinés par le méningocoque après l'âge d'1 an. Je vous rappelle, parce qu'on le sait bien, mais que les 2 pics de vaccins méningocoque
C et B. En tout cas, l'infection à méningocoque, les 2 pics, c'est avant 2 ans. Et on oublie aussi que l'autre pic, c'est entre 15 et 24 ans et que le réservoir principal des méningocoques se trouve aussi au niveau des adolescents, d'où l'intérêt de les vacciner contre un vaccin tétravalent. Et je rappelle aussi que quand on vaccine un jeune enfant contre le vaccin méningocoque, eh bien, ça ne permet pas une protection à l'adolescence. Il y a une perte des anticorps bactéricides contre le C à l'adolescence si on a vacciné les enfants contre le méningo C avant 5 ans. Alors, vous savez aussi que c'est très intéressant maintenant et c'est important de faire aussi la vaccination contre le méningo B, puisque malgré tout, le C a tendance, grâce à la vaccination, à disparaître, mais le B est toujours bien présent et donc, pour dès 2 mois, c'est le Bexsero. Je vous rappelle aussi, mais bon, ça c'est pour quand on sera plus âgé, c'est que le méningo B, le Bexsero notamment, une petite protection aussi contre le gonocoque et surtout, et ça c'est intéressant pour les jeunes enfants, c'est qu'il y a une certaine protection aussi vis-à-vis du Y, W et du C, mais qui est quand même moins bonne que si on fait un vaccin tétravalent. Diapositive suivante. Cette fois-ci, on va passer chez l'adulte. Et bien entendu, la saison grippale arrive. Et donc, c'est qu'en est-il chez l'adulte du vaccin contre la grippe? Bien, la Société de gériatrie recommande le vaccin quadrivalent HD pour haute dose. Donc, c'est 4 fois les doses du vaccin classique. Donc, c'est le vaccin Efluelda, donc, qui sera remboursé à partir de 65 ans. Je voulais vous rappeler un petit peu parce que vous savez toujours qu'il y a un gros débat entre morbidité, mortalité de la grippe, les chiffres varient beaucoup. Et au fait, il faut savoir qu'une épidémie ne débarque pas brutalement et ne s'arrête pas brutalement. Même si sur le plan épidémiologique, c'est le cas, il y a aussi des effets de l'épidémie, mais que l'on voit après. Il s'agit principalement, notamment, des AVC et des problèmes cardiaques, dont des infarctus du myocarde. Et ça, on le savait déjà, donc en prévention secondaire, donc des gens qui avaient déjà fait de telles pathologies, le fait de les vacciner, eh bien, on avait observé une réduction de l'incidence de ces 2 pathologies 1 à 3 mois après la vaccination. Et tout récemment, une étude de 2023 a montré aussi en prévention primaire, c'est-à-dire que la vaccination contre la grippe protège à la fois, bien entendu, de la grippe si les souches sont en concordance dans le vaccin et celles qui circulent, mais protège aussi des infections cardiovasculaires et des AVC. La question aussi qui est toujours et qui revient, et on me l'a souvent posée, et j'avoue qu'on n'a pas la réponse, même si plusieurs papiers ont fait des discussions, quand faut-il vacciner? Et le quand faut-il vacciner vient du fait qu'on sait que la durée de protection, elle diminue, c'est-à-dire qu'il y a une baisse progressive des anticorps après une vaccination de la grippe. Malheureusement, on n'a pas de corrélat entre le taux d'anticorps et la protection. Ce qui est intéressant, c'est qu'une étude qui est parue tout récemment et qui a été étudiée aussi, donc c'est une méta-analyse, il y avait au moins 5 études chez des seniors et qui ont montré que même si le déclin tout au long des 6 mois est réel, il persiste un niveau de protection. Donc, quand faut-il vacciner? On a tendance de dire début novembre, puisqu'il faut quand même au moins 15 jours pour que les anticorps soient efficaces. Et ça suffit en principe pour couvrir toute la période de la saison grippale. Diapositive suivante. Vous savez qu'on parle beaucoup du VRS avec la protection des nourrissons, même si maintenant ça marche tellement bien qu'on est en rupture. Et il y a aussi l'autre intérêt qui est la vaccination. Et il y a effectivement un vaccin VRS qui est dans les tuyaux chez le sujet âgé. Alors c'est intéressant parce que c'est une phase 3, donc ça veut dire qu'il est là effectivement. Donc si on regarde sur une population d'environ 25 000 patients âgés de plus de 60 ans, une dose de vaccin avec la protéine F, au fait, ça y est, on a bien, c'est la cible de la vaccination, parce que cette protéine permet donc la fusion du virus et son entrée dans la cellule. Et donc, ces vaccins, visiblement, marchent très bien. Ils sont avec un adjuvant qu'on appelle l'ASO1, donc qui n'est pas aluminique, versus placebo. Et vous voyez que quand on regarde par rapport au placebo, on a une bonne efficacité pour un vaccin, presque 83% pour les infections respiratoires basses liées au VRS
Et quand on regarde, c'est encore mieux parce que c'est le problème, c'est des infections sévères qui peuvent survenir notamment chez les personnes âgées. Eh bien, on voit qu'on approche 94%. Alors, au 5 octobre, c'est le dernier point, eh bien, il y a un vaccin qu'on appelle Arexvy, qui est produit par GSK, qu'on peut associer d'ailleurs avec le vaccin antigrippal, qui existe, qui est disponible, mais qui n'est toujours pas remboursable et qui est pour l'instant les adultes de plus de 60 ans. Diapositive suivante. Alors, enfin, je vais presque dire que c'est la belle arlésienne, parce que depuis le temps qu'on parle du nouveau vaccin Shingrix, ça y est, il est disponible, mais là aussi, il n'est toujours pas remboursé. Et donc, si on compare par l'ancien vaccin, il a un avantage, c'est que c'est un vaccin recombinant, donc c'est une protéine qui est recombinée et qui est la glycoprotéine E, avec aussi un adjuvant qui est le même, donc le AS01, mais qui n'est pas luminique, et qui existe déjà en Amérique depuis plus de 10 ans. On avait l'AMM européenne en 2018. Il n'est toujours pas inclus dans le calendrier vaccinal 2023. On espère qu'il sera en 2024. Et pour l'instant, donc, il est disponible, mais non remboursé. Et il est plus efficace que le Zostavax, à la fois sur le zona et pour les douleurs post-zostériennes. Par contre, Zostavax, c'est une dose, là c'est 2 doses, M0 et M2, et la durée de protection est d'au moins 7 ans, voire plus. C'est toujours la même question, faut-il refaire une vaccination? On n'a pas de réponse actuellement. Faudra-t-il la faire à 10 ans? On fera ça d'ici quelques années. Et donc, comme c'est un vaccin recombinant, eh bien, il est donc disponible et on peut le faire chez les immunodéprimés, ce qu'on ne pouvait pas faire pour le Zostavax, puisque c'est un vaccin vivant. Diapositive suivante. Donc, pour un petit peu résumer, chez l'enfant et l'adolescent, quand on l'aura, il faudra privilégier le vaccin nasal. En tout cas, on l'aura probablement pour cette épidémie 2023-2024. Le méningocoque, il y a bien une recrudescence du W, d'Y, donc surtout privilégier un tétravalent, notamment pour les adolescents. Et donc, je vous rappelle pour le vaccin rotavirus, bien prévenir les parents du risque d'invagination intestinale aiguë après la première dose. Chez les patients âgés, eh bien, oui, il faut faire la grippe. Ça protège contre la grippe, mais aussi contre les AVC et les accidents cardiovasculaires, probablement en novembre. Et donc, pour les plus de 65 ans, privilégier le vaccin haute dose, donc je vous rappelle, 4 fois plus d'antigènes, qui est remboursé après de 65 ans. Et l'avantage aussi de faire des hautes doses, c'est que la durée de protection sera aussi un peu prolongée. Pour le zona, quand on l'aura, il est disponible, mais encore faut-il qu'il soit remboursé. On l'espère qu'il sera inclus dans le calendrier en 2024. Donc, préférentiellement, celui-là, soit chacun, mais il a l'avantage qu'on peut le donner chez l'immunodéprimé. Alors, il y avait aussi le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est quand même un intérêt très important. Une étude récente qui reprenait des données de 25 millions de bénéficiaires donc, de la protection américaine, eh bien, il y avait une réduction de près de 10% des hospitalisations pour les pneumopathies aiguës communautaires. Alors, ce qui est intéressant aussi, de nouveau, on espère beaucoup et j'espère qu'il va arriver, c'est qu'on va avoir un nouveau vaccin conjugué, donc le vaccin VPC20, qui est là, qui va s'appeler Aspexnar. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir oublier le schéma VPC13, dont le Prévenard, et puis le vaccin polyosidique 23 valent qu'on fait 8 semaines après le premier, parce qu'on ne fera plus qu'une seule dose de ce vaccin et ce sera tout bon. Il y a un avis favorable de l'HAS qui est là disponible. En tout cas, est-ce qu'on aura une disponibilité en 2024 ou 2025? Ça reste toujours un point d'interrogation, mais on espère parce que ça va faciliter le schéma de la vaccination antipneumococcique. Et donc, pour les VRS, je vous rappelle qu'au-dessus de 60 ans, il y a un vaccin, mais la stratégie d'utilisation par l'HAS ne sera prévue que dans un an. Je laisse la parole à Dominique. Je vous remercie. Voilà. Merci Joël. Et donc, moi, je vais enchaîner immédiatement, pour le temps étant compté. Qu'en est-il des vaccins contre la Covid-19 ? Alors, il est évident, à partir des données européennes,
qu'il y a eu une augmentation, et des données mondiales d'ailleurs, qu'il y a eu une augmentation de l'incidence de la Covid-19 en automne 2023, après une quasi-disparition pendant l'été. Cela étant, les données de Santé publique France manquent assez cruellement d'actualité pour le quantitatif des infections à SARS-CoV-2, et on a encore des chiffres de l'été. On espère que ça va s'arranger, et le COVARS en particulier, on parlait de est-ce que les avis sont suivis, et le COVARS a redit combien il était intéressant de suivre les eaux usées pour avoir un marqueur précoce, anticiper l'arrivée du virus et son départ aussi. Il semble que pour le moment, on ait diminué les financements pour ce type de recherche plutôt que de les augmenter et d'augmenter le nombre de lieux où se font les collectes. Donc c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup plus de précision pour les souches circulantes. Et effectivement, il y a une actualisation française au 25 septembre. Clairement, il y a une dominance absolue, je dirais, d'Omicron. Et parmi tous les Omicrons, des variants XBB. Donc, on n'a plus pour le moment de variants préoccupants, c'est-à-dire ceux qui, entre autres, donnaient des formes graves ou qui avaient un degré d'infectiosité très important. On a des variants à suivre et on a des variants en cours d'évaluation. Dans les variants à suivre, tous sont plus ou moins de la famille XBB, y compris d'ailleurs celui qu'on appelle EG5. En fait, dans certains pays, on le met sous la bannière des XBB. Donc, actuellement, c'est l'EG5 qui est le plus en circulation en France, avec deux particularités. Un certain niveau d'infectiosité, donc on a pu s'en rendre compte autour de nous, mais pas d'émergence de formes graves avec ce nouveau, entre guillemets, variant qui est devenu premier. Il y a eu pas mal de questions à propos du variant BA286, parce qu'il comportait un nombre de mutations extrêmement important, et donc on s'est beaucoup méfié. Est-ce qu'il va être différent des autres une fois un peu installé, et en particulier pour les formes graves, et aussi est-ce que les vaccins vont couvrir ce nouveau variant. Alors, il y a eu au début un peu des débats. Il y avait une étude chinoise qui avait l'air de montrer que c'était mal couvert par tous les vaccins existants. En fait, il y a de nouveaux travaux qui montrent que non, finalement, il n'est pas si différent que ça. Malgré toutes ces mutations, il se comporte un peu comme tous les autres copains. Donc, en pratique pour la vaccination, on a des vaccins adaptés aux XBB, disons, en général. Le vaccin de Pfizer a été autorisé, donc c'est celui que vous allez utiliser, que vous avez déjà peut-être d'ailleurs, bien sûr, utilisé. Le vaccin Moderna équivalent est en cours d'étude par les instances européennes, donc il sera disponible un peu plus tard. Et c'est donc ces vaccins-là, et en particulier pour le moment le Pfizer, qui est utilisé pour la campagne de vaccination, qui a dû débuter en principe en France le 2 octobre sous l'injonction du COVARS, justement, qui a anticipé, enfin qui a fait remarquer qu'il fallait, si possible, anticiper la campagne qui devait débuter le 17 octobre, donc avant-hier. Donc, je pense que vous avez eu l'occasion déjà de vacciner avec le nouveau vaccin depuis le 2 octobre. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que les anciens, en tout cas en France, le monovalent initial Wuhan et le bivalent qui couvrait les souches de 2022 ne sont en principe plus utilisés en France.
et on doit utiliser ce nouveau qui est disponible et qui est celui qui est distribué. La diapo suivante. Je voulais faire juste un petit point du bilan des effets indésirables des vaccins Covid-19. Juste pour dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, des vaccins n'ont été aussi fliqués que les vaccins Covid, avec en particulier en France un très très bel effort des centres de pharmacovigilance pour se partager la tâche et faire une évaluation vraiment sans précédent, sans aucun précédent. Je pense que c'est bien d'avoir des chiffres et si vous allez sur le site de la NSM, vous aurez le document qui vous donne tous les détails. C'est très simple, c'est facile à lire et ce qu'on peut dire en résumé, c'est que d'abord, les vaccins à vecteur viral, à cause de leurs effets secondaires, qui pour certains étaient quand même un peu préoccupants, en tout cas en France, ne sont plus utilisés. On a des nouveaux vaccins à protéines recombinantes où on n'a pas de signal important d'effets indésirables actuellement. Et si on veut faire le point global des deux vaccins, donc Comirnaty, Pfizer et Spikevax Moderna, ce qu'on a trouvé et qui peuvent être effectivement en relation avec le vaccin, c'est des poussées hypertensives. Ce sont des cas, surtout chez les plus jeunes, de myocardite et de péricardite, et une augmentation des saignements menstruels. Alors, me demandez pas quel est le lien entre l'augmentation des saignements menstruels et le vaccin, parce que pour le moment, je crois qu'on n'a pas vraiment d'explication. Pour Moderna, il y a eu un certain nombre de cas d'érythème polymorphe qu'on a pu associer au vaccin. La diapo suivante. Attention au temps, Dominique. J'ai fini. En pratique chez l'adulte, la primo-vaccination en population générale, tel que c'est dit dans les textes officiels, n'est plus recommandée. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas se faire vacciner et que n'importe qui a envie de se faire vacciner doit l'être. Mais disons que la recommandation à titre systématique telle qu'elle a été faite pendant la pandémie, elle n'a plus cours. Mais il faut vacciner les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de plus de 65 ans, comme vous voulez, immunodéprimés, enfin, tout sujet immunodéprimé, quel que soit l'âge, avec des facteurs de risque de forme grave, ainsi que les femmes enceintes. Et donc, comme on a dit, il y avait eu une anticipation le 2 octobre pour ces personnes-là. Le couplage à la vaccination antigrippale est donc possible depuis maintenant. Et en principe, on conseille un délai de 6 mois, 3 mois pour les immunodéprimés, après une vaccination ou une infection clinique, quel que soit l'âge et le rang de rappel. Je pense que c'est tout. Chez l'enfant, il y a des formulations particulières, donc il y a des textes de la DGS qui sont arrivés à ce sujet. Il y a une certaine simplification après 5 ans et des vaccins très spécifiques entre 6 mois et 5 ans. Ok. C'était la dernière diapo? Oui, ok. Merci Dominique. Merci Joël aussi. Merci pour ce duo. Ce qu'on va faire, pour les questions, on va toutes les amalgamer pour la fin. On va laisser Christiane parler de l'HPV, etc. Et puis, on pourra poser les questions. On reviendra avec vous sur les questions en rapport avec les questions traitées, si ça ne vous dérange pas. Partage l'écran. Christiane? Oui. Ouais, c'est Attends. bon. Tu partages l'écran. bon, ça y est c'est formidable. Ah ouais, ça c'est Bon, c'est top tout. là. Donc, Christiane qui va nous parler de l'HPV. Il y a quand même des nouveautés là, concernant l'HPV. Là, Il y en a quelques-unes. politique et tout. Bon, Ouais. je ne vais pas parler que de la vaccination, je vais parler de certains points. Bonjour à toutes et à tous. Bon, un certain nombre d'entre vous me connaissent et j'ai déjà fait pas mal de topos sur l'HPV et la vaccination, mais on en remet un petit peu. Alors, je continue. Qu'est-ce que sont ces papillomavirus? Eh bien, ce sont des virus qui sont très, très anciens, qui sont très résistants dans le milieu extérieur,
qui infectent la peau et qui sont responsables de verrues cutanées, palmaires, plantaires, mais aussi qui infectent les muqueuses anogénitales et orales. 200 types d'HPV sont connus à ce jour, dont 40 infectent les muqueuses et ils infectent le tractus anogénital et la sphère ORL. On distingue les HPV dits à bas risque, qui sont ici en rose pâle, je ne vois pas très bien parce que je vois toutes les têtes sauf mon bas risque, qui sont responsables de lésions de verrues anogénitales ou condylomes, et 12 HPV à haut risque qui sont essentiellement responsables de lésions précancéreuses et cancéreuses, et en particulier le 16 qui arrive en numéro 1. Comment sont transmis ces HPV muqueux? Eh bien, ils sont transmis essentiellement par contact sexuel, par transmission directe, soit par pénétration vaginale ou anale, ou sans pénétration, et en particulier lors de rapports orogénitaux, par contact intime, peau à peau, ou suite à des caresses. Ceci est important parce qu'on pense toujours à ces HPV qui sont transmis lors de pénétration vaginale, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il peut y avoir une transmission aussi indirecte qui est possible par des objets contaminés comme des sextoys, du matériel médical, ça a été démontré, et également une transmission verticale de la mère à l'enfant. Si la mère est porteuse de lésions verruqueuses infectées, enfin liées à papillomavirus 6 et 11, elle peut transmettre ces virus à l'enfant qui a un risque de développer une papillomatose laryngée en particulier. Alors, les papillomavirus, les hommes et les femmes sont tous concernés. Ces infections sont les infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes. Il faut savoir que 70 à 80% des hommes et des femmes sexuellement actifs vont rencontrer un papillomavirus au cours de leur vie, au risque ou bas risque. Ce sont des virus excessivement contagieux. 60% des partenaires de personnes infectées seront à leur tour infectés. Et l'infection, en principe, est précoce dès les premiers contacts sexuels, avec ou sans pénétration. On le verra avec un pic chez la jeune femme, mais ce pic n'est pas observé chez l'homme. Et je vais insister aussi à l'infection. Enfin, je vais insister sur l'infection chez l'homme. Le port du préservatif est insuffisant et il n'empêche pas la transmission manuportée. Alors, le col de l'utérus, eh bien, on le connaît bien. Et ce sont surtout, alors ce qu'on sait maintenant, ce sont des cellules tout à fait particulières qui sont des cellules cuboïdes qui sont les cibles préférentielles de l'infection à papillomavirus. Ce sont des cellules qui sont situées à la jonction exocole-endocole et qui sont effectivement responsables potentiellement de l'évolution vers des lésions précancéreuses et cancéreuses. Alors, voici une image de ce qui se passe chez la fille. Alors, les jeunes femmes sont contaminées au cours des premiers rapports sexuels. Et vous voyez ici le pic qui correspond à 40 à 50% de jeunes filles. Cette infection est éliminée à 90% dans les 3 ans. Et c'est seulement quand l'infection persiste que, pour des raisons multiples, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, si l'infection persiste, que la jeune fille peut présenter des lésions précancéreuses. Et regardez le pic, il est à 30 ans, donc c'est très, très important. Et on verra que si ces lésions précancéreuses ne sont pas dépistées, ne sont pas traitées, elles peuvent éventuellement conduire vers un cancer invasif. Mais vous voyez, excusez-moi, voilà, premier bug. Alors, les jeunes femmes, donc, à droite, vous avez l'image en rouge, c'est les jeunes femmes qui sont infectées avec une prévalence, je vous ai dit, de 50% au cours des premiers rapports. Et vous avez en jaune ici les femmes qui sont très peu infectées, 10%. Et ceci correspond à l'élimination du virus. Mais par contre, moi, j'aimerais insister effectivement chez l'homme. Parce que pourquoi l'homme? Et ça fait des années qu'on en parle. Regardez l'homme. Eh bien, il est infecté tout au cours de sa vie. Le taux de nouvelle infection est constant, quel que soit l'âge, est toujours beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On atteint ici, regardez, à peu près 70%, alors que chez les femmes, le taux de nouvelle infection diminue avec l'âge, avec un pic chez les plus jeunes. Éventuellement, on pourra en discuter. Alors, c'est toujours la même équipe de Giuliano qui a étudié ces HPV chez l'homme. Il y a eu un très beau papier qui est sorti dans le Lancet en septembre 2023, donc c'est tout nouveau. Le Monde s'en est emparé d'ailleurs. Ces auteurs ont pris 65 études, plus de 5000 hommes, 35 pays et des hommes âgés de 15 à plus de 50 ans. Et il a été montré que la prévalence globale chez l'homme est de 31%, avec les hauts risques qui arrivent en tête, enfin 21%, avec l'HPV 16 qui est lui le plus prévalent, suivi de l'HPV 6. Donc, un tiers des hommes infectés. Mais ceci est très différent en fonction des continents.
En Asie du Sud-Est, il y a très peu d'infections. Par contre, si on regarde chez les hommes, eh bien, en Europe, on a effectivement plus de 30% des hommes qui sont infectés au-delà de 50 ans. Vous voyez, on n'a pas le pic comme chez les femmes. Et en Amérique du Nord, c'est encore pire, on a plus de 50% des hommes qui sont infectés à plus de 50 ans. Tout ça pour vous dire qu'il est plus temps de poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit vacciner les hommes? Alors, en plus, ces HPV, eh bien, c'est un fardeau parce que les hommes font effectivement aussi, enfin, développent aussi des anomalies. Mais la maladie la plus connue, c'est le cancer du col de l'utérus qui est quasiment 100% induit. Et on voit, oh, excusez-moi, ça bug, avec un pic ici chez les jeunes femmes de 45-50 ans. C'est un cancer qui survient chez les très jeunes femmes. Même chez des femmes plus jeunes, on peut voir des cancers du col invasifs chez des femmes de 30 ans. Si peu qu'elles aient eu des rapports sexuels très jeunes. Et puis la mortalité, effectivement, la moyenne d'âge est de 60-65 ans. Ce cancer, il est précédé, vous l'avez compris, de lésions précancéreuses. Ces lésions précancéreuses, elles ne sont pas diagnostiquées et pas traitées par une conisation. Elles peuvent conduire au développement du cancer. L'âge moyen des patientes conisées, c'est 30 ans. Un grand nombre de patientes n'ont pas eu encore d'enfants à cet âge-là. Le taux de guérison, il est plutôt pas mal, 80 à 95%. Mais ce qui est important à savoir, c'est que le risque de cancer invasif chez ces femmes, il est multiplié par 2 à 5 par rapport à la population générale, et donc il faut les surveiller. Donc ça, c'est très, très important. Alors, effectivement, les femmes sont concernées, mais pas seulement. Alors, on a 3000 cancers du col de l'utérus chez la femme, 35 000 lésions précancéreuses par an chez l'homme, enfin chez la femme. Vulve et vagin, vous avez à peu près 500 cancers, mais chez la femme, vous avez aussi des cancers de l'anus, et vous voyez ici un chiffre qui est important, 1500 cancers. Des fois, c'est le cancer de l'anus qui est avant le cancer du col, parce qu'il y a des seconds cancers, ça on pourra en reparler. Et il y a, bien sûr, on observe des cancers de l'anus chez l'homme, 3 fois moins, mais il y en a beaucoup chez les patients homosexuels, encore plus chez les patients infectés par le VIH. Chez l'homme, on a des cancers du pénis liés à HPV, allez, c'est une poignée, 200, et surtout des cancers des VADS qui sont très fréquents chez l'homme, 1300, c'est 3 à 4 fois plus que chez la femme, et ceci entre autres lié au rapport, au comportement sexuel, je vous passe les détails. Et surtout, 50 000 lésions, nouvelles lésions verruqueuses chez l'homme et chez la femme, qui apparaissent chez les sujets jeunes, c'est quelque chose d'absolument abominable à traiter, et ça entraîne des troubles psychologiques, c'est douloureux, c'est récidivant, etc. Alors, comment est-ce qu'on va prévenir? Eh bien, on va prévenir tout ça, effectivement, par la vaccination. 9 types d'HPV qui sont ciblés par le vaccin sont en fait responsables de la majorité des lésions cancéreuses et précancéreuses au niveau anogénital. Vous voyez, 90% pour le col, 90% pour la vulve, 85% pour le vagin, pareil pour le, je ne sais plus lequel est à droite, la vulve. Les lésions précancéreuses du col, 80%, les condylomes génitaux, 90%. Et donc, la vaccination, est-ce qu'elle est efficace pour prévenir tout ça? Bien évidemment qu'elle est efficace. Et les premiers travaux qui ont montré l'efficacité de la vaccination, ce sont les Australiens qui ont étudié l'efficacité de cette vaccination sur les infections en ayant vacciné des jeunes femmes avec le vaccin Gardasil 4 valences, 6, 11, 16, 18. Et en moins de 10 ans, eh bien, on a une diminution de la prévalence des infections HPV 6, 11, 16, 18 de 93%. Donc, on éradique quasiment l'infection. Donc, obligatoirement, on va éradiquer ou diminuer les infections précancéreuses. Et effectivement, je vous donne juste des gros papiers. C'est le Cochrane qui, effectivement, Marc Arbin a fait un très, très joli papier. Il a récupéré 10 essais qui ont évalué la protection contre les lésions précancéreuses avec un suivi de 2 à 8 ans. Et la réduction du risque de développer des lésions précancéreuses passe de 164 pour 10 000 à 2 pour 10 000 chez les femmes non vaccinées versus les femmes vaccinées. Et en plus, ces vaccins ont un excellent profil d'innocuité avec des risques d'événements graves indésirables qui sont similaires dans les groupes vaccinés et les non vaccinés. Mais ce que les gens nous reprochaient toujours, c'est oui, mais alors, quid des cancers? Est-ce que ça marche sur les cancers? Bien évidemment que ça marche sur les cancers. S'il n'y a pas de pré-cancer, il n'y a pas de cancer. Alors, je vous donne 2 grosses études. Une grosse étude en Suède, dans New England,
1 million de jeunes filles vaccinées. Le suivi a été fait, excusez-moi, sur la base de registres des cancers. Et en fait, en vaccinant, eh bien, on voit ici sur la courbe à droite, si vous vaccinez très jeune, avant 17 ans, une réduction du risque de 88% et une réduction du risque de 53% si vous vaccinez entre 17 et 30 ans. Une deuxième grosse étude au Royaume-Uni, prenant en compte 13,7 millions de jeunes femmes, a montré une réduction du risque de cancer de 87% si on vaccine entre 12 et 13 ans. C'est un peu moins quand on vaccine plus tardivement, avec une réduction de l'incidence des lésions précancéreuses de presque 100%. Vous voyez, ici, on fait 97%. Et la réduction, donc, dans ces études, la réduction est d'autant plus importante que la vaccination est initiée jeune. On pourrait l'initier même plus jeune qu'à l'heure actuelle, hein. Alors, quel est le profil de tolérance? Eh bien, effectivement, ces vaccins sont excessivement bien tolérés. Il y a près de 130 pays au monde qui ont introduit la vaccination dès 2006. Plus de 30 pays recommandent la vaccination chez les garçons. On a plus de 16 ans de recul à ce jour, avec plus de 300 millions de doses administrées. Est-ce qu'il y a un risque de maladie auto-immune? Eh bien, effectivement, comme les Français, on est un peu différents des Américains. Eh bien, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que l'ANSM a mis en place une très grosse étude avec la CNAMS en faisant un suivi de cohorte à partir des données du SNIRAM et a étudié, enfin, cette étude a étudié 14 maladies auto-immunes en comparant 840 000 jeunes femmes vaccinées versus 1 400 000 femmes non vaccinées. Eh bien, il n'y a pas plus de maladies auto-immunes chez les vaccinés que chez les non vaccinés. La vaccination en pratique, comment est-elle réalisée? Eh bien, à l'heure actuelle, on vaccine avec le vaccin Gardasil non avalent, le quadrivalent n'est plus commercialisé, de 11 à 14 ans révolus avec 2 doses espacées de 6 à 13 mois, de 15 à 19 ans en rattrapage avec 3 doses cette fois-ci, puisque l'immunité, enfin, est moindre, J0, M2 et M6. On vaccine bien sûr chez les filles grâce aux recommandations de 2007, mais vous verrez qu'on n'a pas eu des chiffres très superbes. Et chez les garçons, les recommandations sont assez récentes depuis 2021 et on vaccine effectivement potentiellement jusqu'à 26 ans chez les homosexuels ayant des rapports, enfin chez les homosexuels hommes. On peut en rediscuter. La vaccination ne se substitue toutefois pas au dépistage du cancer du col, en particulier chez les femmes, même si elles sont vaccinées. Et si le schéma est interrompu, comme ce fut le cas, par exemple, au moment du Covid, il n'est pas nécessaire de refaire un schéma vaccinal complet. On administre juste la ou les doses manquantes au-delà de l'intervalle recommandé. Alors, l'objectif, c'est d'éliminer les cancers HPV induits. Alors, la stratégie de l'OMS, excusez-moi, la stratégie de l'OMS, en 2030, c'est de vacciner 90% des jeunes filles avant l'âge de 15 ans, dépister 70% des femmes au moins 2 fois dans leur vie avec un test de papillomavirus et traiter 90% des femmes qui seraient positives à un dépistage. L'objectif, c'est d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici la fin du siècle. Mais à l'heure actuelle, on va essayer d'éliminer aussi autre chose. Alors, si on regarde les données nationales, je trouve que c'est très intéressant. En France, la couverture vaccinale, une dose fin 2002. Ça, c'est les données de décembre 2022. Eh bien, les jeunes filles vaccinées, les jeunes filles nées en 2007, moins de 50% étaient vaccinées. C'est un petit peu plus que celles qui étaient nées en 2006. Si on regarde la couverture vaccinale, le schéma complet, eh bien, là, on est à peine au-dessus de 40%. Alors qu'en Australie, enfin au Portugal, ils sont à 95%, par exemple. Et si on regarde les garçons, bon, les recommandations étant tardives, eh bien, on avait effectivement 12% de garçons vaccinés, une dose, les garçons nés en 2007. C'est 6 points de plus que ceux qui étaient nés en 2006. On n'a pas de données sur la couverture schéma complet. Alors, si on regarde dans la région Bourgogne-Franche-Comté, parce que finalement, on n'est pas bon, mais on n'est pas si mauvais que ça. En France, une dose pour les jeunes filles nées en 2007, c'était moins de 50%. Et vous regardez ici, Côte d'Or, Doubs, Jura et Haute-Saône, eh bien, on est largement au-dessus de 50%. Donc, on n'est pas trop mal. Et je sais qu'on a commencé à vacciner dans les collèges, et donc ça, c'est plutôt bien. La couverture vaccinale, fin 2022, schéma complet. J'aimerais vous montrer cette carte parce que je trouve ça très intéressant. Il y a un gradient est-ouest et un gradient nord-sud qui est passionnant et on peut y mettre beaucoup de
enfin beaucoup d'hypothèses pour expliquer ces gradients. Alors, quels sont les messages que j'aimerais vous faire passer? Ces infections touchent les hommes et les femmes, je mets les hommes en premier cette fois-ci, à différents sites, les organes génitaux, l'anus, les voies aérodigestives, en particulier l'oropharynx, c'est-à-dire plutôt les amygdales, la base de la langue. Ils sont responsables de lésions bénignes. Alors, bénignes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas embêtant. Hein. Les condylomanogénitaux, les médecins, c'est compliqué à traiter. Des précancers et des cancers à différents sites. La prévention primaire par la vaccination réduit drastiquement le taux d'infection, donc va permettre de réduire les précancers et les cancers. Cette vaccination est recommandée chez les filles et chez les garçons. La vaccination scolaire en 5e est gratuite depuis la rentrée 2023 avec accord des 2 parents. Un médecin est souhaitable puisque c'est la première campagne de vaccination, donc théoriquement un médecin. Et surtout, il faut que les enfants apportent leur carnet de santé pour que le médecin ou l'infirmière qui est là puisse vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication à la vaccination chez ces enfants. Il est possible donc d'éradiquer les cancers induits par HPV. Ça représente quand même 7000 cancers par an. Alors, vous verrez les chiffres, vous verrez 6000, mais ils sont faux ces chiffres. Il faut reprendre les chiffres du Globocan 2022 et vous aurez les vrais chiffres avec la fraction attribuable aux HPV. Donc, on va pouvoir éradiquer ces cancers sous réserve d'une couverture vaccinale de 80% qui est visée d'ici 2030 par le plan décennal de lutte contre le cancer. Donc là, il faut qu'on augmente de 30 points effectivement de 2023 à 2030 en 7 ans. Bon, c'est faisable. Ouais. Voilà. Donc, voilà une petite BD qu'un grand nombre de médecins généralistes doivent avoir en leur possession parce que j'avais déjà fait un topo. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Christiane, merci beaucoup. Alors tout de suite, il nous reste normalement 2 minutes, montre en main. Alors ce qu'on va faire, on va passer aux questions. Vous allez pouvoir y répondre, mais alors de façon très concise et sans exposé bis. Et puis après, on va dépasser le temps avec Sabrina, mais c'est pas grave, ceux qui peuvent rester restent et ceux qui ne peuvent pas rester. De toute façon, on leur adressera le PowerPoint de Sabrina pour savoir qui vaccine, où, comment, etc. François, tu m'entends? Oui, Ouais. oui. Alors, il y a sans doute des questions qui ont eu Oh. des réponses déjà, mais tu nous as fait le tri. Alors, peut-être pour Joël Leroy, 2 questions spécifiques par rapport à 2 vaccins, le vaccin Bexsero et Apexnar. La question pour Bexsero, c'est un enfant vacciné par Bexsero doit-il bénéficier d'un rappel à l'adolescence ou à la préadolescence, comme c'est le cas pour Ménagocé? Une réponse Joël? courte de Joël, si Joël est là. Je ne le vois pas. Moi non plus. Son micro est éteint à Joël. Ah, Joël. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc pour l'instant, non, mais ça va dépendre de l'épidémiologie. En tout cas, la chaise va faire une mise au point bientôt, fin de cette année, au début de l'année prochaine, justement sur la politique vaccinale contre le méningocoque. Donc, on aura peut-être la réponse à ce moment-là. Mais pour l'instant, ce n'était pas prévu. Et une dose tous les 5 ans pour le vaccin Apexnar, est-ce que c'est le cas? Alors, la réponse pour l'instant, c'est non, parce que ce vaccin étant plus efficace que les autres, ce n'est pas dans les tuyaux actuellement de refaire une vaccination tous les 5 ans. Très bien. Maintenant, une question pour Dominique Vuitton. Pour les questions de rappel du Covid après une infection et une injection, il semble y avoir une confusion entre 2 mois et 6 mois. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Non, les textes officiels actuels disent 6 mois, ce qui est pour toutes les personnes qui sont non immunodéprimées. Hein. Les immunodéprimés, maintenant c'est clair, quels que soient les avis, que c'est 3 mois. Et les autres personnes, c'est en principe 6 mois, c'est ce qui est dit dans les textes, c'est ce qui correspond avec les observations, disons, immunologiques en général concernant les vaccins, c'est que faire des rappels trop tôt n'est jamais forcément bon. Parce qu'il faut que l'effet boost puisse se faire correctement, et ça, c'est de la physiologie immunitaire standard. Très bien. 2 questions pour
Christiane Mougin et des réponses courtes, merci. Où peut-on avoir la BD HPV que vous avez présentée? Et puis, une autre question, le dépistage HPV chez les hommes pourrait-il être envisageable un jour? 2 réponses courtes. Alors, la BD, on peut l'avoir, il suffit de me demander ou vous appelez directement la Ligue contre le cancer à Besançon, donc Très bien. la Ligue contre le cancer qui en est propriétaire. Mais bon, je peux vous les faire passer, les transférer, vous m'envoyez un mail et puis voilà. Et les garçons, eh bien, ça avance un petit peu. Alors, on ne peut pas dépister les HPV dans les voies ORL parce que c'est très compliqué, c'est au fond des amygdales. Et puis, pour l'instant, bon, tout ce qui a été fait à partir de la salive, ça ne donne pas des résultats satisfaisants. Mais chez les hommes, effectivement, on commence, effectivement, il y a des travaux en cours avec la Haute Autorité de Santé pour aller dépister ces lésions au niveau anal et préférentiellement souvent chez des patients qui sont à haut risque et au décours aussi peut-être d'une anoscopie haute résolution. Donc là, il y a des choses en cours. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait de façon systématique, mais on parle effectivement du potentiel dépistage au niveau anal. Au niveau pénien, pour l'instant, c'est impossible de le faire, hein, vraiment. OK. Patrick, je te repasse la parole. Oui, alors il y avait encore une question, une dose Oui, pour tous, je c'est pense fait. que c'était pour l'HPV, j'imagine. Est-ce qu'il y a une idée de faire une seule dose et pas de rappel pour ce vaccin? Alors, ça, c'est l'OMS qui a dit effectivement, ils ont fait une étude en Afrique, ils n'avaient pas beaucoup de vaccins, donc ils ont quand même fait une dose, il y a eu une réponse immune, mais avec une seule dose, vous avez tendance à avoir une diminution effectivement des anticorps, alors que quand vous faites un boost, enfin un rappel, enfin une deuxième dose, vous avez un taux d'anticorps qui va grimper de façon très, très importante et par chance qui reste stable. Pour l'instant, on n'a pas effectivement de données qui montre une diminution du taux d'anticorps après la seconde injection. Ok. Je vais vous mettre dans le chat le nom du médecin qui gère l'organisation de la vaccination en milieu scolaire. Donc, s'il y a des professionnels de santé qui sont intéressés et motivés, ils peuvent la contacter. Je vais mettre ça dans le chat. Moi, j'avais une question, mais il est trop tard. C'était pour les ados qui voudraient se faire vacciner, dont les parents ne sont pas d'accord. Comment on gère cette situation? Parce que c'est un peu le bazar. Donc, on parlait du CGIT éventuellement, je ne sais pas. Joël, peut-être, sur cette question, ou Oui, non. Dominique? Le problème actuellement, le CGIT, c'est-à-dire pour la contraception, oui, mais pour la vaccination, il faut l'accord des parents. S'ils n'ont pas l'accord des parents et s'ils viennent accompagnés d'un adulte, à ce moment-là, ils peuvent éventuellement se faire vacciner. Bon, sinon, c'est pas trop grave aussi, hein, dès qu'ils auront 18 ans. C'est pas parce qu'on a 18 ans, 25 ou 30 ans qu'on ne peut quand même pas se faire vacciner par Ouais, le Gardasil 9. ok. On passe tout de suite, on répondra si on a le temps aux questions après, parce que là, ça devient dingue. Je voudrais que Sabrina nous fasse le point sur qui ou comment on organise tout ça. Sabrina, tu es là? Oui, oui, oui. Bonjour à tous. Donc, je vais passer assez rapidement. Je vous passe donc mon diaporama. Je partage l'écran. Donc, moi, je vais vous présenter principalement les nouvelles compétences vaccinales pour les différents professionnels. Alors, hop, voilà. Donc, les nouvelles compétences concernant les infirmières et infirmiers. Donc, les infirmiers, l'infirmier est autorisé à prescrire l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées. L'administration, bien entendu, est possible, mais dès l'âge de 11 ans. Pour l'ensemble des vaccins du calendrier. Il peut également prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes de 11 ans et plus également, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales. Donc, les obligations de l'infirmier, c'est une formation spécifique pour pouvoir prescrire. Il doit aussi déclarer son activité de prescription auprès du Conseil de l'ordre des infirmiers. Et bien entendu, l'acte doit figurer dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le DMP de la personne vaccinée. Pour les pharmaciens, les nouvelles compétences, là aussi, donc le pharmacien est autorisé à prescrire l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal aux personnes âgées de 11 ans et plus. L'administration de la même façon, et il peut également prescrire et administrer les vaccins
contre la grippe saisonnière aux personnes de 11 ans et plus, ciblées ou non par les recommandations vaccinales. En ce qui concerne les obligations du pharmacien, donc il existe une formation également spécifique, hein, il doit être préalablement formé, formation de 10h30 à la prescription de vaccins et 7h pour l'administration. Il doit également déclarer son activité auprès du Conseil de l'ordre des pharmaciens. Tout comme l'infirmière, l'acte doit figurer dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination LDMP. Et le pharmacien a également des conditions techniques à respecter avec des locaux adaptés, un point d'eau, une enceinte réfrigérée, ce qui parfois peut être difficile pour certaines petites officines. En ce qui concerne les sages-femmes, donc les sages-femmes sont autorisées à prescrire l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l'exception également des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées. Donc, l'administration est toujours possible pour l'ensemble des vaccins. Elles peuvent prescrire également et administrer les vaccins contre la grippe chez les personnes ciblées ou non. L'acte doit figurer également dans le DMP. Dans ces nouvelles compétences, on a aussi les étudiants en 3e cycle, avec une petite différence entre le 3e cycle des études de médecine, où les étudiants sont autorisés à administrer sous la supervision d'un maître de stage l'ensemble des vaccins du calendrier à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, ainsi que pour le vaccin de la grippe à toutes les personnes ciblées ou non par les recommandations. Pour les étudiants en 3e cycle des études pharmaceutiques, eux, ils ont les mêmes compétences, mais pour les personnes âgées de 11 ans et plus. Donc, bien entendu, sous réserve d'avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques adéquats. Et puis, je voulais terminer sur un petit zoom sur l'organisation de la vaccination HPV sur notre territoire dans les collèges. Donc, l'ARS a demandé au CEGID, hein, le Centre gratuit d'information et de dépistage de diagnostic, d'organiser cette campagne sur notre département. Donc, pour cela, le CEGID fait appel à des professionnels de santé libéraux, des salariés, des retraités, qui seront rémunérés via les bordereaux CEPAM. Et donc, on vous a mis le contact du docteur Fotzer, qui est le médecin coordinateur de cette action. Et puis, vous avez aussi dans le chat donc l'ensemble voilà, des informations. Voilà pour ma présentation. Je laisse un petit peu de place à d'autres questions si besoin. Merci Sabrina. Ce temps, ces instants capacité touchent à leur terme. Je voulais simplement, bien sûr, remercier tous les participants et en particulier nos experts, Christiane, Joël, Dominique, Patrick et François aux manettes des questions. Il y a quand même des questions qui restent en suspens, notamment la question, on n'a pas abordé parce que ce n'était pas le moment ni le thème sans doute, sur la notion d'hésitation vaccinale. C'est vrai que lorsqu'on voit les patients en face de nous, que ce soit infirmiers, pharmaciens, médecins, il y a toujours des gens, il y a toujours des moments où on hésite et on n'a peut-être pas les mots, on n'a peut-être pas les astuces, entre guillemets, pour faire basculer sur la décision de vaccination. Donc peut-être qu'on verra ça dans un autre webinaire avec des usagers, pourquoi pas, qui peuvent aussi nous donner quelques leviers par leur témoignage. Je rappelle les dates des prochains temps et instants de capacité avec ces webinaires, le jeudi 16 novembre, avec la téléexpertise au service des professionnels et de la qualité des soins. On va regarder ça. Et puis le 21 décembre, l'antibiothérapie, c'est pas toujours automatique. Tiens, ça me rappelle quelque chose, n'est-ce pas François? Actualité, présentation des nouvelles pratiques. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? François, Sabrina, c'est bon? Pas de message autre? Tout va bien. C'est parfait. On remercie en tout cas tous les participants à ce webinaire. J'espère que voilà, ça vous a plu. Et donc, il y aura un questionnaire qui sera transmis où vous pourrez donner vos commentaires. Et n'hésitez pas à utiliser l'adresse contact CPTS si vous avez des questions, si vous désirez avoir les diaporamas des interventions. Voilà, ça pose pas de souci. François, vous voulez rajouter quelque chose? Oh non, parfait. Une question simplement, une question est posée, là, la dernière. Serait-il possible d'être destinataire des invitations au prochain webinaire? Je pense que tous ceux qui sont inscrits ici recevront les invitations. Ça me paraît évident. C'est oui. Non? Oui, Ok. tout à fait. Bon, ben, pas de souci. Ok, et parlez-en autour de vous, parce qu'une CPTS, c'est aussi la garantie d'une cohérence dans les discours des professionnels de santé auprès des usagers.
C'est-à-dire que si on est harmonieux dans nos discours, bien entendu, l'impact en soins est quand même meilleur. Donc, c'est un des objectifs de la CPTS. Voilà, merci à toutes, merci à tous. À une prochaine fois, s'il vous Merci à voulez bien. tous. Je fais juste une petite remarque, si je n'ai pas encore, c'est vous avez gentiment signalé pour le CGIT le Dr Folzer, et effectivement, je tiens à la saluer parce qu'elle a fait un énorme travail, et si la campagne marche si bien, c'est grâce à elle. Ouais, super. Merci, merci pour elle. Et Au pour revoir à tous. l'éducation vaccinale, on pourrait mettre à disposition les questions-réponses qu'on avait mis en ligne sur le Ah oui, site de la ville. Ils pourraient être oui. sur le site de la CPTS parce que ça donne des éléments de langage pour les vaccinateurs en général, pas que Ah oui, pas que les Dominique, c'est vrai. il a été actualisé? Il est actualisé mais justement, régulièrement? il faut l'actualiser pour D'accord, supprimer les choses qui étaient d'accord. pertinentes au moment de la pandémie, mais en gardant toutes les questions d'intérêt général. Et je pense que ça donnerait une base, puisque ça avait été fait pour être bien compréhensible par n'importe qui et tout ça. Donc, il y a une cinquantaine de questions au moins, et là-dedans, il y avait que quelques petits aspects temporaires, mais le reste était général. Ok, ben on te Ok. recontactera par rapport à ça. Mm. J'ai Mais une question. Merci. je peux le mettre à jour. Ah, J'ai Christiane. une petite question à Patrick et à François. Ouais. Comment pourrait-on savoir qui est vacciné, combien sont vaccinés en classe de 5e? Parce que moi, j'ai découvert ça à la télévision où j'ai parlé il y a 3 jours, et il y avait un reportage sur les élèves vaccinés en classe de 5e en Franche-Comté. Je savais que c'était fait en Bourgogne, et on Mhm. n'arrive pas à savoir qui est vacciné, combien d'enfants sont vaccinés. Comment on peut avoir les chiffres, hein? Est-ce que c'est Si je peux me possible? permettre, si Oui, je puis me permettre, Laurent Marié, conseiller médical ARS, oui, allez-y. les chiffres sont en train de remonter, sont censés remonter en fait via les bordereaux qui sont envoyés par les centres de vaccination à l'assurance maladie. Ouais. Pour des raisons de tuyauterie, ça va se finaliser tout prochainement. Au niveau de l'ARS, on va envoyer aujourd'hui vers les centres de vaccination des demandes d'infos pour avoir, depuis le début octobre, hein, parce que ça n'a Oui, commencé que le 2 octobre, le nombre d'enfants vaccinés sur le nombre d'enfants pour lesquels les parents ont répondu favorablement. Donc ça, on va le consolider très rapidement au fil de la semaine prochaine ou la semaine d'après, et on communiquera bien évidemment sur ces chiffres. d'accord. Pas de souci. Bon, Et puis juste, je l'ai mis dans le chat, mais je vous apprends rien sans doute le docteur Guillermet, qui est professeur en anthropologie à l'IREPS avec le docteur Boson, que vous connaissez tous, oui. avait fait, et c'est sur le site du CEPIAS, un webinaire sur l'hésitation vaccinale, qui est plutôt bien fait. Ah bah, super. Eh ben, écoutez, Voilà. ça, c'est Donc une bonne vous avez, info. et je pense qu'ils seront Ouais, disponibles en tant que de besoin, hein, bien évidemment. ouais. Très bien. Merci pour toutes ces infos riches, riches, plus. Comme quoi, ensemble, on ratisse large, c'est du 360 degrés, c'est parfait. Merci pour toutes vos participations, vos questions et vos réponses. À bientôt. Au revoir. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au Bonne revoir. journée.